Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Yasmina El Abassiré et voici les titres. L'Afrique subit de manière disproportionnée les impacts du changement climatique, tandis que les coûts liés à l'adaptation demeurent élevés et difficilement accessibles. Afin de favoriser la mobilité électrique, le gouvernement rwandais a annoncé l'interdiction des mototaxis à essence à Kigali à partir de 2025. En partenariat avec le Japon, l'Ouganda lance des variétés de riz écologiques en hauteur pour protéger les zones humides. Bien qu'elle ne contribue qu'à environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Afrique connaît un réchauffement climatique plus rapide que la moyenne mondiale. Cela impacte de façon significative les PIB et les budgets des pays africains et affecte gravement l'économie et la sécurité alimentaire sur le continent. Les phénomènes météorologiques liés au changement climatique imposent à l'Afrique des charges et des risques disproportionnés. Les sécheresses, inondations et cyclones se multiplient, provoquant des déplacements massifs de population et des pertes économiques considérables. Les pays africains perdent en moyenne de 2 à 5% de leur PIB chaque année en raison des événements climatiques extrêmes. Une part significative allant jusqu'à 9% de certains budgets nationaux est consacrée à la lutte contre ces phénomènes. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le coût de l'adaptation pourrait atteindre entre 30 et 50 milliards de dollars par an dans les 10 prochaines années en Afrique subsaharienne, soit 2 à 3% du PIB régional. À la COP29, où la question du financement est au cœur des négociations, le groupe des pays africains a dénoncé de devoir s'endetter davantage pour accéder à des financements. Les négociateurs africains demandent un financement annuel de 1 300 milliards de dollars pour aider le continent à gérer les impacts du changement climatique tout en respectant les engagements de l'accord de Paris. Ces fonds permettraient aux pays les moins développés d'effectuer une transition énergétique, d'anticiper et de réparer les dégâts des catastrophes, ainsi qu'à gérer les migrations climatiques. Nous recevons M. Thierry Téné, fondateur de Doing Good in Africa et directeur du cabinet de conseil en développement durable Afrique RSE. Monsieur Téné, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, quels sont les mécanismes financiers qui permettraient aux pays africains de s'adapter au changement climatique et de réduire leurs coûts? Actuellement, on a le Fonds monétaire international qui a mis en place un dispositif d'ailleurs que plus d'une dizaine de pays ont déjà souscrit. C'est ce qu'on appelle la facilité pour la résilience et la durabilité. Donc, en fait, c'est un dispositif, c'est un fonds qui est mis en place et aujourd'hui, plus de 10 pays africains ont déjà sollicité ce fonds. Donc, l'idée est d'accompagner justement les pays africains dans leur transition écologique. Depuis des années, on explique qu'il faut près de 100 milliards pour les pays en développement. On voit bien que ça traîne, mais il y a un mécanisme justement en lien avec ça, c'est le mécanisme de développement propre, où justement les pays africains peuvent obtenir des financements des pays développés qui ont la responsabilité historique. On a aussi un autre outil dont certains pays africains ont déjà eu recours, ce qu'on appelle le Fonds vert pour le climat. Oui, mais on voit bien que ces financements ne suffisent pas. Pourquoi les pays africains n'arrivent-ils pas à adopter une politique commune pour faire face aux pays pollueurs? Les pays, ce qu'on appelle les pays de l'annexe 1, les pays développés, ont déjà acté depuis plusieurs années qu'ils sont les principaux responsables du changement climatique d'un point de vue historique. Or, on a aujourd'hui plusieurs continents, dont l'un des plus importants, l'Afrique, qui subit les conséquences de ce changement climatique. Donc, au niveau juridique, il y a probablement une voie à trouver pour pouvoir justement contraindre les pays développés à répondre de leurs responsabilités historiques. Et là, ça permettrait probablement de déplacer un peu le débat sur le volontariat. On voit bien que les pays ne suivent pas le point de vue volontaire. Donc voilà, il faut déjà 2 points.
au niveau africain, les différents États se coordonnent pour analyser les leviers et les outils les plus pragmatiques pour pouvoir obtenir des fonds et d'un autre côté, réfléchir à déplacer maintenant le curseur des négociations sur la partie juridique. Pour finir, comment les pays africains peuvent-ils collaborer pour renforcer leur résilience face au changement climatique? Oui, effectivement, c'est le point qui a été évoqué, qu'il faut dans les pays comme le Maroc, ils sont très engagés avec le plan solaire marocain, le plan éolien, une grosse stratégie d'économie circulaire. On a la Côte d'Ivoire, effectivement, qui a identifié tout un portefeuille de plus de 315 projets verts. Effectivement, on voit un ministre de l'économie et des finances du Bénin qui est très outillé, qui a réussi à lever près de 500 millions de dollars. C'était le premier pays au monde dans les fonds liés pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Ces pays-là qui sont aujourd'hui un peu plus avancés, je parle du Bénin, je parle du Maroc, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle aussi peut-être du Togo qui vient de faire sa plateforme là, donc peuvent effectivement embarquer les autres au niveau d'un mouvement qui serait un peu plus porté au niveau africain. Et ça manque parce que l'Union européenne est structurée, dire en bloc. Et c'est ça qui manque côté africain où, y compris pour le partage des bonnes pratiques, y compris pour une dynamique, par exemple, sur la partie des énergies renouvelables, ça serait peut-être intéressant qu'on ait plutôt un mouvement africain pour dire, OK, voilà, il faut soutenir le déploiement des énergies renouvelables à l'échelle africaine. Et à partir de ce moment-là, oui, ça peut être très intéressant, cette synergie entre les pays. Monsieur Téné, merci pour votre participation. Merci beaucoup. Le gouvernement rwandais a annoncé l'interdiction d'immatriculer de nouvelles mototaxis à essence dans la capitale Kigali à partir de 2025. Cette mesure, qui encourage l'adoption des motos électriques, est soutenue par des incitations fiscales et des investissements dans les infrastructures vertes. À partir de janvier 2025, il sera interdit d'immatriculer des motos à essence pour le transport public à Kigali. La ville projette des transformations majeures dans le secteur. Seules les motos électriques seront autorisées dans le cadre de la stratégie de mobilité électrique au Rwanda. Cependant, cette transition pourrait engendrer d'énormes défis financiers pour les propriétaires et exploitants de motos à essence. Je suis vraiment inquiet. Cette moto est essentielle pour moi. Elle me permet de subvenir aux besoins de ma famille et de payer mes factures. Je l'ai achetée en empruntant de l'argent. Mais avec cette interdiction qui se profile, est-ce que je suis censé la vendre? Qui va acheter une moto à essence? Environ 20% des déplacements à Kigali sont effectués en taxi-moto à essence, ce qui contribue de manière significative à la pollution atmosphérique. La stratégie de financement des efforts pour le climat lancée dans le pays en octobre 2023 vise à réduire les émissions de 38% d'ici à 2030. Elle propose également des mesures pour attirer les investissements écologiques avec des incitations fiscales pour la participation du secteur privé à des initiatives respectueuses du climat. Le coût initial est élevé, mais il faut avoir une vue d'ensemble. L'essence est chère et chaque jour, nous avons l'impression de perdre de l'argent, rien qu'en remplissant nos réservoirs. Le Rwanda dépense environ 23 milliards de francs rwandais en importation de carburant chaque année, alors que les motos électriques ne nécessiteraient que 14 milliards de francs rwandais par an. L'électricité qui les alimente étant produite localement. Diana Iriza depuis Kigali au Rwanda pour Africa News. En Ouganda, une nouvelle initiative vise à protéger les zones humides en introduisant des variétés de riz écologiques cultivées dans les hautes terres. En partenariat avec le Japon, l'Organisation nationale de recherche agricole développe ces variétés à haut rendement. Des scientifiques ougandais et japonais ont mis sur le marché des variétés de riz résistantes à la sécheresse et cultivées sur des terres arides. En Ouganda, le riz est généralement cultivé dans des zones marécageuses, une pratique que le gouvernement souhaite limiter. Ces variétés ne nécessitent que peu d'eau et s'intègrent dans notre calendrier habituel qui prévoit 2 périodes et demie de pluie, de sorte que leur période de maturité varie de 95 à 120 jours. Les graines sont semées directement sur place, ce qui évite les longues préparations de lits de pépinière et le repiquage des plants.
Voici quelques variétés de riz qui ont été développées et qui sont connues pour bien se développer dans les régions montagneuses. Selon les scientifiques, ces espèces se sont révélées très productives et moins exigeantes en main-d'œuvre, ce qui les rend plus viables sur le plan économique pour les agriculteurs. L'interdiction de la culture du riz dans les zones humides a pénalisé de nombreux agriculteurs qui doivent désormais s'adapter à l'agriculture dans des zones plus sèches. Le pays a perdu plus de 30% de ses zones humides au cours des 2 dernières décennies, la plupart du temps à cause de l'agriculture. Le ministère de tutelle estime que de telles innovations permettront aux agriculteurs de sortir de la pauvreté tout en préservant l'environnement. Nous pensons que l'assistance technique et le transfert de connaissances nous aideront à soutenir l'évolution du secteur agricole. La plupart du riz consommé en Ouganda est importé pour répondre à la demande croissante. Les scientifiques affirment que la culture durable du riz dans les zones montagneuses augmentera la production et permettra de répondre à la demande de consommation locale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos plateformes et sur africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.